D'abord, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ah, j'ai un super écho. Je parle. Ah, bonjour Vincent, oui. Bonjour, désolé, il y avait Teams qui était givré ce matin. Pas de souci. C'est comme les voitures. C'est ça. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous pour ce 4e retour d'expérience que nous co-organisons avec Fibois Grand Est et avec le pôle Fibre Énergie Vie, qui s'inscrit dans un cycle de bonnes pratiques sur la réalisation d'opérations en construction et en rénovation qui mettent en œuvre du bois et parfois aussi d'autres matériaux biosourcés, qui est apparu comme une nécessité dans la stratégie d'utilisation du bois que nous avons menée depuis 2017-2018 au sein de l'Eurométropole et qui montre le besoin d'expliquer pas seulement finalement le résultat, comme souvent, des projets, mais aussi comment les équipes qui y ont participé s'y sont pris. Finalement, c'est aussi un retour méthodologique pour tirer des enseignements et qu'il puisse servir à d'autres opérations. Et donc, l'intérêt, c'est de regarder les différentes phases du projet, sa programmation, la conception, la phase de chantier, mais également une fois que le projet est livré, et de regarder quelles sont les compétences qui ont été mises autour de la table, autour du maître d'ouvrage, comment il s'est entouré de ces compétences, et puis également de regarder des sujets comme la provenance du bois, mais également les volets juridiques et assurantiels, ainsi que le montage financier. Passer à la diapo suivante. Alors, juste quelques petites règles de bonne conduite par rapport à la tenue de ce webinaire. Nous vous remercions en fait de couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole et puis aussi de couper les caméras quand vous ne faites pas partie des intervenants. Et puis, si vous souhaitez poser des questions, vous le voyez en haut du tableau, là, il y a une petite bulle qui correspond à un endroit où vous pouvez écrire des petits messages dans un chat. Et à la fin du webinaire, on pourra poser des questions. Et donc, si on vous donne la parole, en tout cas, vous pourrez rallumer votre... et en particulier aussi pour les intervenants, rallumer votre haut-parleur. Et puis, nous vous rappelons également que cette conférence est enregistrée, ce qui permet de revoir le replay plus tard. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Thalie Marx, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg. Je ne suis plus chargée de mission Ville en transition, je suis chargée de développement économique de la filière bâtiment habitat à la direction du développement économique et de l'attractivité depuis 2 mois. Voilà, et puis je présente également Ronan Bélier, que j'excuse, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il a eu le Covid, le pauvre, voilà, qui est directeur du développement à Fibre Énergie Vie, et puis Thibaut qui est présent ici, qui est notre prescripteur bois sur la construction à Fibois Grand Est. Nous avons aussi organisé voilà, ces différents retours d'expérience avec l'ensemble des représentants de la chaîne d'acteurs. C'est important aussi de le dire, aussi bien avec la Fédération de la promotion immobilière que l'Areal côté maîtrise d'ouvrage, mais également avec la FFB, avec l'Ordre des architectes, avec l'Agence qualité construction, Envirobat, et puis les communes forestières aussi pour la question de la provenance du bois, ou dans certains cas, c'est du bois aussi qui provient de communes forestières. Voilà, donc comme je le disais en introduction, c'est le 4e retour d'expérience qui s'organise de cette manière-là. Nous avons démarré ce cycle par une plénière le 26 mai 2021, et puis nous avons poursuivi par 4 retours d'expérience. Un premier qui était le projet ECO, qui était réalisé par Alcis dans un projet de rénovation urbaine. Le 6 juillet par la rénovation énergétique de l'école Branly, donc qui était mise en œuvre par la ville de Strasbourg, et puis ensuite par la rénovation de logements dans un programme qui a été mené aussi par le Toit Vosgien. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre retour d'expérience porte sur la construction d'un programme de logement social. Et donc je te passe la parole, Thibaut, pour la suite.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Thalie pour cette introduction. Je commencerai par vous adresser à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, voilà, en espérant qu'elle a bien commencé. Et puis peut-être aussi une petite note d'actualité aussi concernant la filière bois que je représente peut-être davantage. Voilà, on a traversé une année assez difficile aussi au niveau des approvisionnements, au niveau des coûts, etc. C'est peut-être des choses qu'on va aborder aussi par la suite. Voilà, simplement vous dire qu'on reste un interlocuteur si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez besoin oui, de trouver des professionnels qui peuvent peut-être répondre à vos besoins. Et puis, voilà, on accompagne aussi, et ça, je pense que c'est important de le souligner, on accompagne beaucoup de projets d'investissement, notamment au niveau de la transformation du bois, pour développer les entreprises et qu'on ait davantage de production, notamment de bois technique au niveau régional, pour répondre aussi à- à l'explosion de la demande, puisque le bois est quand même assez plébiscité. On a aussi des évolutions réglementaires qui favorisent les matériaux bois et biosourcés. Et donc la filière s'organise pour justement apporter des solutions et des productions un peu supérieures à ce qui existait jusqu'alors. Voilà. Ça, c'était la petite note introductive. Je ne prendrai pas plus de temps. On va tout de suite présenter nos intervenants. Donc, je remercie tout d'abord Monsieur Christian Tricot qui travaille au pôle Habitat Centre-Alsace, donc qui était le maître d'ouvrage sur l'opération qui va vous être présentée. J'excuse aussi Madame Kirchhofer qui travaille donc, dans ce même organisme et qui, elle aussi, est souffrante et donc ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc, merci Monsieur Tricot aussi de prendre le relais. Je salue Vincent Pierret donc, du bureau d'études donc Terranergie, voilà, qui pourra nous apporter aussi son expertise. Et Monsieur Jean-Charles Ribert, donc architecte dans la société Agence. Voilà. Donc je vous remercie encore de votre disponibilité pour nous parler de cette opération. Voilà, peut-être une première question pour Monsieur Tricot. Simplement, si vous pouvez nous décrire un peu le programme, nous parler un peu de Oui, l'opération, quelle était la volonté initiale. Voilà. oui. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans une opération de renouvellement urbain qui était dans tout le quartier ouest de Colmar. À l'emplacement, voilà, là, on voit bien. Donc, c'est tout le quartier ouest de Colmar qui est le quartier avec une prépondérance de logements sociaux et dans lequel on a plus de 40% de notre patrimoine. Ça s'est inscrit suite à un projet de démolition. C'est dans le cadre de l'ANRU, il y avait des tours. L'idée, c'était de dédensifier le quartier, c'est-à-dire d'enlever des logements en tours et puis pour reconstruire quelque chose qui soit à taille plus humaine. Et surtout, vraiment, dès le départ, l'idée de réaliser un écoquartier directement sur place dans ce quartier-là. Premièrement, parce que c'était pas un quartier sur lequel on pensait faire ça initialement. Et puis l'idée aussi, c'était aussi par un quartier, par un écoquartier, faire venir, et ça a fonctionné, des gens qui n'étaient pas forcément habitants du quartier, mais qui étaient intéressés par l'idée de venir vivre dans un écoquartier. Donc le projet en lui-même, il a commencé par la démolition de 3 tours. Je crois qu'on le voit sur une vue suivante, qui comprenait, voilà, effectivement. Donc on voit bien 3 tours qui ont été démolies. Ce sont celles qui sont le plus au milieu, je dirais. Et puis l'écoquartier, je ne sais pas si je peux montrer moi, mais vous non, il se trouve, enfin vous oui, il se trouve à l'emplacement du parking, voilà, à cet endroit-là, donc à l'angle de la rue d'Amsterdam et de l'avenue de Rome. Notre idée là-bas, c'était de réaliser une opération donc, de type écoquartier, donc bien sûr avec prépondérance du matériau bois et prépondérance aussi de matériaux biosourcés. On avait dit en gros zéro polystyrène, etc. Et on y est pratiquement arrivé à 100%. Je pense qu'on en reparlera plus tard. On était aussi parti sur l'idée de lancer ce projet en conception-réalisation, parce qu'on avait l'habitude de réaliser ce type de projet, et puis parce qu'on voulait effectivement mettre ensemble toutes les compétences, que ce soit autant celles des maîtres d'œuvre de l'architecte, qui est fondamental dans un groupement quand même, parce que c'est souvent lui qui permet d'emporter la décision, mais aussi un groupement d'entreprises qui permet de rester dans un cadre technique maîtrisé, et puis d'apporter de nouvelles solutions que nous, on n'aurait peut-être pas imaginées, et ça a vraiment été le cas ici,
les solutions qui ont été mises en œuvre ici, on ne les aurait vraiment pas imaginées d'entrée, puisque je vous dis, on avait sorti un programme fonctionnel en disant, ben voilà, on veut prépondérance du bois et un maximum de matériaux biosourcés. Et puis en fait, ben, ce sont les équipes après qui nous ont fait des propositions. On avait dit aussi, on veut du logement passif. Au début, on était assez prudent parce qu'on avait dit, allez, on veut tous les logements en Effinergie plus 2 maisons passives. Et puis finalement, c'est l'équipe qui nous a dit, mais attendez, on peut vous proposer une orientation, une répartition des logements, ce qui fait que finalement, pour pas beaucoup plus cher, au lieu d'avoir 2 maisons passives, on peut vous en faire 7. Vous pensez bien que ça nous a tout de suite intéressés, hein, et on est parti directement sur cette idée-là. Je ne rentrerai pas dans le détail technique parce que je pense que les hommes de l'art seront mieux à même de moi que le faire, hein. Mais rapidement, l'idée de la conception-réalisation, au départ, on fait appel à des entreprises, enfin à des groupements, ça peut être soit de l'entreprise générale, soit du groupement d'entreprises, hein, composé d'un architecte, d'une entreprise, des bureaux d'études compétents, hein, qui vont être à même de travailler ensemble pour nous remettre le meilleur projet. On en a désigné 3 à qui on a remis un programme fonctionnel, en gros, qui était, voilà au minimum ce à quoi on veut arriver, et puis on est dans l'attente de toutes les bonnes propositions que vous allez pouvoir nous faire. Et suite à des séries d'échanges, de remises d'offres, de dialogues, on est arrivé finalement à une remise d'offres définitive. Et puis donc c'est le groupement qui va intervenir ici avec les Charpentes-Martin, M. Ribert, M. Pierret, plus d'autres bureaux d'études qui a été retenu. Voilà. Au niveau de la durée, c'est quand même une opération qui a pris un petit peu de temps, mais qui finalement n'est pas beaucoup plus longue que si on avait traité cela d'une façon plus habituelle. En gros, entre le moment où on a décidé de lancer le projet et la réception des travaux, il s'est passé 3 ans. Voilà ce que je peux dire globalement. Je ne vais pas monopoliser la parole sur l'ensemble. Je pense qu'on va avancer un petit peu plus dans l'aspect technique qui sera plus à même d'intéresser les auditeurs. Oui, je vous remercie. Voilà, on voit le délai à l'écran notamment. Peut-être Jean-Charles, si tu veux bien, je ne sais pas, si on voit le plan de masse, est-ce que tu peux décrire un petit peu l'opération et le programme tel que tu l'as reçu et tel qu'il a été finalement réalisé, la distinction entre le tertiaire, les logements, etc. Pardon. Jean-Charles, tu m'as entendu? Non, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai un problème de connexion, ça a coupé juste quand M. Tricot a laissé la parole. Pas de souci. Oui, non, je te proposais, est-ce que tu veux bien nous décrire un petit peu le programme sur la base du plan de masse, par exemple, ou d'autres visuels que... Oui, bien sûr. Ouais. Donc, effectivement, M. Tricot, du coup, rappelait le contexte. L'organisation du projet qu'on a proposé, du coup, c'était de travailler sur des typologies de logements différentes aussi. On est dans un contexte effectivement urbain qui était un peu sur des grands ensembles, donc des tours ou des grandes barres. Et l'idée, là, c'était de chercher des typologies un peu alternatives. Donc, on a fait une proposition de mettre en place 2 petits collectifs, en fait, de 2 fois 7 logements, en gros, sur la rue d'Amsterdam. Donc, c'est les 2 bâtiments qui font face désormais au Centre Europe. Ces 2 bâtiments collectifs, ils s'inscrivent du coup dans la continuité un peu d'un front urbain qui existe un peu au sud. Donc, l'idée, c'était vraiment de refabriquer la ville avec une typologie adaptée qui répond au contexte. Et puis, à l'arrière de ces bâtiments collectifs, un peu protégés par ces volumétries-là, on a organisé du coup 2 rangées de 7 maisons en bande avec du coup des jardins individuels relativement confortables et qui permet vraiment de proposer une mixité de typologie. Et donc, on a un stationnement aérien qui est partiellement couvert avec des carports au centre un peu du dispositif. Donc, on va rentrer un peu après dans le projet. Je ne sais pas si tu peux mettre la photo aérienne, Thibaut, peut-être? Oui, on la voit, oui. Merci. Donc voilà, là on voit un peu l'organisation du projet justement avec les bâtiments collectifs sur la rue d'Amsterdam et ensuite les maisons individuelles orientées du coup plein sud. On va y revenir après avec Vincent, mais c'est vrai que par rapport à la performance, l'orientation du projet, elle est, on va dire, elle est plus qu'importante, elle est prépondérante. Et donc là, on avait la chance, on va dire, d'avoir une parcelle qui répondait bien aux critères bioclimatiques, puisqu'on a pu organiser des logements collectifs en triple orientation du coup sur la rue, et on a des maisons individuelles dont tous les séjours, pièces de vie, et une partie des chambres sont orientées plein sud sur des jardins. Donc on a vraiment, on va dire, une parcelle qui répond aux contraintes bioclimatiques, ce qui est, on va dire, pas toujours évident sur l'ensemble des projets.
Vincent, est-ce que je te laisse la parole peut-être sur des compléments plan masse et où j'attaque tout de suite sur la présentation des collectifs? Non, non, mais effectivement, c'est rare, mais c'est aussi bien tirer parti d'une parcelle. Il y a aussi un urbanisme avant, hein, qui a découpé les choses de manière à ce qu'elles soient utilisables. On a aussi donc les deux bandes qui s'orientent bien plein sud, les deux collectifs qui, eux, par leur compacité, ont moins besoin d'une bonne orientation. Disons que l'orientation idéale plein sud, elle est toujours idéale, bien sûr, mais elle est fondamentale sur les typologies de faible taille. Comme sur du rez-de-chaussée R+1, il faut vraiment être orienté plein sud parce que là, le rapport bénéfice est énorme. Et après, ça nous a permis aussi cette orientation de mettre du solaire thermique sur les barres, sur les deux petits, enfin sur la barre du bas, qui est la plus au sud. Et du coup, mécaniquement dans l'autre sens, c'est-à-dire en mettant les bandes capteurs orientation est-ouest, c'est-à-dire qui regardent le sud. Voilà. Et la distance entre les bâtiments est telle qu'on n'a pas aucun ombrage de portée d'un bâtiment à l'autre. Donc on est vraiment dans une implantation optimum du point de vue solarisation. Et M. Tricot évoquait le caractère passif de certains logements, et notamment des 7 logements. Oui, Est-ce tout que à vous pouvez fait. préciser? Et donc, oui, à l'origine, il y avait une demande faut pas le prendre mal, hein, j'allais dire timide, de juste deux maisons passives. Et en fait, par la compacité, quand on commence à travailler une bande, on a montré il suffisait d'augmenter un peu les isolants, de bien maîtriser l'étanchéité à l'air, vu que l'ensemble de l'opération est en double flux. Ça, ce qui est aussi un parti pris qui orientait vers le passif, évidemment, en sachant que la plupart des opérations Finergie, BBC et compagnie habituellement sont faits en hygrobé. C'est-à-dire l'hygrobé, pas pour lancer une polémique, hein, mais est efficace sur le papier en ne ventilant pas. Voilà. Donc en gérant à notre époque de Covid, je pense que tout le monde a compris que la double flux, c'était incontournable en logement comme en tertiaire pour avoir des débits de ventilation corrects, des qualités d'air correctes, sans que ça revienne à ouvrir les fenêtres en permanence, quoi. Donc, tout ça pour dire, la bande arrière, assez rapidement, on a vu que la rendre complètement passive, eh ben, c'était marginal au sens propre du terme, le coût, c'est-à-dire ça coûtait le prix de l'augmentation des épaisseurs d'isolant dans les autres maisons qui n'étaient pas celles retenues à l'origine pour être passives. Et je dirais, en allant un peu plus loin, par rapport aux typologies, on n'a pas de superposition parfaite partout, c'est-à-dire qu'on a des creux dans les barres, et pourtant, on arrive quand même à atteindre ce niveau de performance. Donc, c'est dire que l'ensemble est bien performant, quoi. Merci. Effectivement, pour compléter ce que dit Vincent, ce qui distingue les 7 maisons passives des 7 qui ne le sont pas, on est sur les F-Énergie en double vitrage à la place du triple pour les maisons passives. Et il y a un tout petit peu de réduction d'épaisseur d'isolant. Donc, les systèmes sont exactement les mêmes, etc. Donc, la différence, elle est assez marginale finalement entre les deux bandes de cette maison. Monsieur Tricot, est-ce que c'était votre premier projet en bois? Quelle était votre expérience? Non, c'était pas le premier projet en bois. On avait réalisé quelques maisons individuelles déjà en ossature bois, mais pas avec un tel niveau de performance et pas du tout avec le même souhait d'aller aussi loin sur du passif, hein, voilà. Ce que je voulais dire aussi pour compléter la remarque de Vincent Pierret, certes, c'était très intéressant. Au début, on avait été timide, bon, parce qu'on ne savait pas, quoi, hein. On parle d'une opération qui a été lancée en 2012. Hein. Le passif, à l'époque, c'était quand même pas quelque chose dont on parlait tous les jours. Et ensuite, ce qui nous a permis d'aller là aussi, parce qu'il faut le dire, c'est les subventions qu'on a pu recevoir, notamment de la région Alsace, hein, et qui ont été des éléments déclencheurs, hein, parce que c'est ce que j'explique toujours. Quand il vous manque peut-être même pas beaucoup pour finir un projet, bah, c'est ce pas beaucoup qui va permettre de le faire plutôt que de ne pas le faire, quoi. Donc effectivement, sur le passif, il y a eu une optimisation, hein, c'est clair, hein, des hommes de l'art, de la maîtrise d'œuvre pour trouver ça. Et puis, on a eu les aides aussi au niveau du financement qui nous ont permis de réaliser cette opération dans des conditions très avantageuses. Je dirais qu'on aurait même du mal à réaliser aujourd'hui, hein, voilà.
Mais moi, je vous suis. Je me permets juste d'insister, effectivement, Thibaut, excuse-moi, Monsieur Tricot, vous avez entièrement raison. Nous, on a réalisé aujourd'hui en équipement et en logement, on va dire au moins une quinzaine d'opérations passives, et c'est toujours les subventions qui nous ont permis effectivement soit de convaincre la maîtrise d'ouvrage, soit de l'accompagner dans un budget qui était le sien. Et c'est indispensable aujourd'hui encore de soutenir cette filière qui, même si elle a quelques années maintenant, je dirais, elle nécessite quand même encore d'être accompagnée pour pouvoir, à mon avis, être mise en place. Et c'est vrai que le dispositif du coup d'appel à projet passif de la région est régulièrement remis en question, mais je pense qu'il est indispensable, on va dire, pour continuer à accompagner la filière. Jean-Charles, on voit la diapo sur le coût de l'opération. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu les systèmes techniques, enfin, voilà, où est-ce que le bois a été mis en place, voilà, préciser un peu techniquement aussi ce que ça comprend. On est déjà sur le coût de l'opération, du coup, on ne voulait pas juste rappeler un peu les systèmes, les aspects constructifs des Oui, collectifs on peut faire. Je jongle un peu entre les diapos en fonction des discours aussi. Donc, voilà. Ouais. Comme tu veux. Après, je peux. Non, mais moi, c'est juste si tu veux que je ne vois pas les diapos, comme je te précisais par message. Du coup, il faut juste que tu me dises. Moi, je serais bien allé sur les collectifs, juste pour rappeler les systèmes vraiment dédiés. Ouais, c'est plus cohérent. Voilà, on est sur un logement collectif. Merci. Donc, on est sur la vue extérieure? Oui. Ok, donc effectivement, donc les logements collectifs, on est parti du principe en fait de faire un système qui est quand même mixte, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée il est en béton parce qu'il abrite, comme le précisait Monsieur Tricot, il y a deux commerces on va dire qui sont dans le programme. Donc on a mis au rez-de-chaussée finalement de l'endroit le plus urbain avec un petit parvis à l'avant. Donc, on a conservé ces commerces dans une rez-de-chaussée béton pour des questions de protection au feu et d'efficacité du coup par rapport aux logements qui sont au-dessus. Et ensuite, on a la cage d'escalier verticale, on la voit qui reste ouverte du coup sur l'extérieur et qui elle aussi est réalisée en béton, ce qui nous permet de réduire un peu les efforts sur la structure bois. Donc du coup, en fait, on a de part et d'autre de cette cage d'escalier en béton 2 fois 3 logements en bois qui sont, on va dire, rigoureusement identiques, qui nous permet là aussi d'être assez efficace en superposant des typologies et surtout d'éviter de construire, on va dire, des efforts un peu type porte-à-faux, des bords ou autres, qui sont toujours un peu des surcoûts et aussi en termes d'enveloppe, peut-être le plus performant possible. Donc sur ces 3 logements, on a à chaque fois des balcons qui sont du coup en ossature métallique avec un bardage bois qui vient faire le garde-corps, qui sont rapportés et qui sont du coup entièrement désolidarisés de la structure pour éviter là aussi tout pont thermique et pour avoir l'enveloppe la plus isolée et la mieux isolée possible sur l'intégralité. Peut-être la vignette d'après, Thibaut, si on voit juste le plan rapidement. Oui, on y est. Oui. Merci. Donc là, on voit l'organisation et du coup, avec des logements effectivement qui sont en triple orientation, donc assez qualitatifs avec des pièces de vie du coup aux extrémités qui bénéficient de ces 3 orientations et une organisation assez simple avec une partie nuit, une partie jour et la cage d'escalier. En termes de dispositifs, du coup, pour ces logements collectifs de structure, donc je le rappelais avant, donc on voit la partie béton au rez-de-chaussée et au centre avec la cage d'escalier. Ensuite, on a du coup des murs ossature bois avec effectivement des isolants biosourcés, puisqu'à l'époque, on avait réalisé des murs ossature insufflés en boîte de cellulose avec un isolant fibre de bois extérieur. On a tous les planchers qui sont réalisés du coup avec une dalle CLT. Et on a des caissons de toiture du coup qui étaient réalisés avec des poutres en I, un panneau de chaque côté, et puis sur 36 cm de haut, on insufflait là aussi de la ouate de cellulose, ce qui est relativement efficace puisque on le verra plus tard, mais tout était préfabriqué en atelier, donc on avait des dispositifs assez industrialisés et répétitifs, ce qui nous a permis d'être efficace aussi sur le prix. La particularité du projet d'un point de vue de l'acoustique et de la gestion des planchers, ce qui est important en bois et ce qui est difficile à faire en logement, c'est qu'on n'est pas parti sur une chape liquide ou une chape traditionnelle, mais on est parti sur un dispositif de chape sèche, qui est un produit de Fermacell en fait. La difficulté qu'on a avec ce produit, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise réellement aujourd'hui qui le mette en œuvre en France. Donc c'est en fait un nid d'abeilles en carton en gros de 6 cm de haut qui est rempli de gravier. Et dessus, on a 2 plaques de Fermacell. Tout ça s'est posé sur la dalle bois. Et du coup, on a fait des essais acoustiques qui ont été pris en charge par l'entreprise générale à l'époque Charpente-Martin et qui nous ont permis de vérifier que ça répondait effectivement à la réglementation. Et le gros avantage de ce dispositif qu'on a trouvé, c'est qu'on ne ramenait pas d'eau en fait dans la construction bois.
ce qui est toujours un désagrément en phase chantier quand on commence à tirer ou à couler des chapes. On a toujours une forte humidité à un moment du chantier où on n'a encore pas de chauffage, où les menuiseries sont posées, etc. Donc avec beaucoup de risques un peu de désordre. Et là, on a trouvé vraiment ce système efficace avec la difficulté que, dans ce contexte, c'est l'entreprise générale qui l'a mis en œuvre, mais on a du mal à trouver aujourd'hui des entreprises qui se chargent un peu de ce dispositif technique. Peut-être je fais juste l'équivalent sur les maisons rapidement, Oui, Thibaut. très bien, très bien. Donc, les maisons, du coup, effectivement, suivant les typologies, on va dire leur enveloppe extérieure varie un tout petit peu puisqu'elles vont du T4 au T6 pour les plus grandes. Je crois qu'on a 2 T6 dans l'opération. Et donc là, l'idée, en fait, c'était vraiment de travailler suivant leur position sur le site avec les dispositifs extérieurs de cellier pour fabriquer de l'intimité. Donc, on a le stationnement en partie centrale qui est en partie couvert. Ensuite, on a des noues de récupération des eaux pluviales qui mettent à distance finalement les entrées des maisons de la partie stationnement un peu plus publique. Et après, on a des celliers extérieurs qui, suivant la position des maisons, sont orientés dans un sens ou dans l'autre. Donc, soit au sud, ils protègent en fait les jardins en formant vraiment un peu une barrière visuelle. Et au nord, ils permettent d'ouvrir la cuisine un peu sur l'espace central, puisqu'on a aussi des pièces de vie traversantes pour ces maisons. Et donc, on a un dispositif comme ça qui protège l'intimité des gens et qui permet vraiment de mettre en scène un peu ce cœur d'îlot avec la récupération, du coup, l'infiltration naturelle des eaux. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé un peu sur ce séquençage. En termes de dispositifs techniques, donc les maisons, elles sont posées sur un radier qui lui-même est posé sur un isolant en mousse de verre recyclé. Donc, c'est des petits granulats en fait, de verre cellulaire qui sont répartis sur un matelas de 50 cm. Donc, ce matelas, une fois compacté et vibré légèrement, en fait, il est, on va dire, il a une portance suffisante pour justement qu'on puisse couler juste une dalle sans fondation dessus. Donc là aussi, en termes d'énergie grise et d'impact environnemental, on est vraiment sur quelque chose de très peu impactant et avec là aussi une filière recyclée puisque c'est du verre qui est chauffé. Et dessus, l'ensemble des maisons est réalisé en bois. Donc les murs refends, c'était 2 dalles de CLT avec un isolant entre pour l'acoustique. Les planchers intermédiaires sont aussi réalisés en CLT et les murs extérieurs sont là aussi en fibre de bois, de la même façon que les collectifs, en ossature bois isolée en ouate de cellulose et fibre de bois, et avec les mêmes caissons de toiture qu'on a réalisés sur les bâtiments collectifs, c'est-à-dire des poutres en I préfabriquées avec justement une insufflation de ouate de cellulose. Très bien, merci. Vincent, vous souhaitez apporter des compléments sur les systèmes utilisés? Bah, sur l'enveloppe, ça a été bien défini, quoi. Après, moi, je parlerai plus des systèmes. L'intérêt, c'est que tout a été préfabriqué avec les menuiseries, que tout a été amené sur chantier et que derrière, les raccords d'étanchéité à l'air ont été relativement simples sur les parties enveloppe du bâtiment. Tout l'avantage de l'ossature bois, parce que tous les régulateurs de vapeur sont en attente. Il n'y a plus qu'à les scotcher. Non, pas grand-chose d'autre sur l'enveloppe, à part que, comme on l'avait dit, elle est essentiellement biosourcée. Et voilà. Pour de la typologie R+1, R+2, c'est vraiment idéal comme système constructif. On n'a pas besoin d'avoir recours à plus de technicité, quoi. Peut-être effectivement pour passer sur les vignettes de préfabrication, Thibaut. Oui, Si vous permettez, je pourrais rajouter sur l'acoustique. Nous, maîtres d'ouvrage, c'est vrai qu'en tout bois, on avait été assez, je dirais pas inquiet, mais disons sur la réserve au départ sur l'acoustique. Bon, c'est vrai que les essais qui ont été réalisés sur site nous avaient rassurés. Et maintenant, on peut dire très franchement qu'avec un recul de 7 ans, il n'y a absolument aucun problème d'acoustique, de transmission de bruit dans les logements, tant que ce soit sur le collectif que sur les maisons individuelles. Très bien, merci. Oui, on voit les diapos sur la préfabrication. Ouais, c'est vrai que juste pour remettre le contexte, en 2013-2014, à la date du chantier, il y avait quand même pour les entreprises une difficulté à trouver du travail. On était un peu sur les suites de la crise de 2008.
Et donc, on a bénéficié, on va dire, d'une disponibilité de l'entreprise de charpente, l'entreprise Martin, qui du coup a vraiment intégré ce qu'on appelle une préfabrication 2D, comme le précisait Vincent, avec l'ensemble des menuiseries. On avait intégré aussi les volets roulants, les isolants, les freins vapeur, les pare-pluies et même le bardage. C'est-à-dire qu'on a dessiné avec l'entreprise des recoupements adaptés. On ramenait des façades, en fait, comme le montre un peu la diapositive, qui était entièrement réalisée en atelier. Et donc avec une qualité d'exécution qui était assez, je pense, exceptionnelle, en tout cas qu'on retrouve difficilement quand c'est réalisé sur chantier. Et on avait un montage des maisons qui se réalisait du coup en 2 jours. On assemblait une maison sur place et le 3e jour, du coup, on réalisait l'étanchéité de cette maison. Donc, disons que c'était vraiment hyper intéressant de voir à quel point la préfabrication 2D, elle permet finalement d'améliorer encore la qualité d'exécution, puisqu'on est dans des conditions de travail vraiment idéales pour les compagnons. Maintenant, la difficulté en termes de retour d'expérience, c'est qu'on a eu du mal, nous, à reproduire justement un niveau de préfabrication aussi important. Parce qu'aujourd'hui, les charpentiers, à l'inverse, ils ont plutôt beaucoup de travail. Et donc, ce qui est compréhensible, c'est qu'ils se rapprochent aujourd'hui de leur cœur de métier, qui est la charpente et le taillage du bois. Et ils n'ont pas forcément envie, on va dire, d'étendre leurs compétences vers de la préfabrication de façade, ce qui est, on va dire, compréhensible de leur part, mais ce qui est un peu dommageable pour nous qui aimerions aller le plus loin possible, on va dire, dans ces dispositifs qui pourraient être aussi assez efficaces d'un point de vue économique. C'est une remarque, hein, ça dépend aussi de l'entreprise derrière. C'était aussi une entreprise, Martin, qui réalisait déjà de la maison individuelle pour particuliers ou des choses comme ça. Il y a quand même un certain nombre de charpentiers qui font ça, mais rarement à grande échelle. Bien, merci. On a quelques questions dans le chat, merci. Est-ce qu'on peut juste repréciser le nombre de maisons qui sont concernées, qui ont été construites, pardon? C'est 2 bandes de 7 maisons à coller. Voilà, ok. Et une question sur l'aspect sécurité incendie. Concernant l'immeuble collectif, comment est géré le C+D? Et est-ce qu'il y a un nombre d'étages limité avec ce système constructif? Question de Oui, base. c'est-à-dire qu'on était sur des constructions en 2e famille et que effectivement, on ne pourrait pas faire les mêmes dispositifs techniques sur du 3e famille. Après, il faut savoir aussi que du coup, quand on a conçu et déposé le permis du projet, on était en 2013, donc la réglementation incendie n'était pas du tout la même qu'en 2021, puisque il y a eu depuis, on va dire, un peu une explosion enfin, en tout cas, une massification un peu de la construction bois quand même, qui démarre doucement, mais qui démarre quand même et qui a fait évoluer aussi les règles. Maintenant, c'est vrai que en 2e famille, comment dire, les règles incendie sont beaucoup moins contraignantes qu'en 3e, donc on n'a pas les mêmes difficultés. C'est aussi pour ça que sur les logements collectifs, à l'époque, toutes les dalles de plancher, elles sont restées apparentes en sous-face des logements, donc ce qui à la fois participe d'ailleurs à la qualité d'ambiance du logement, mais c'est aussi l'efficacité économique, c'est-à-dire qu'on pose une dalle bois, mais que par contre, on ne paye pas ni peinture ni placo sur sa sous-face. Très bien. Et en termes de nombre d'étages, est-ce que c'est limitatif d'utiliser du bois, notamment CLT? Ben, c'est limitatif par rapport à la 2e famille, effectivement. Après, aujourd'hui, sur Strasbourg, on voit qu'avec des dispositifs techniques qui ne sont pas si éloignés, on peut monter jusqu'à 8 étages. Mais par contre, on passe dans ce cas-là en 3e famille avec des contraintes feu qui sont très impactantes et qui, du coup, parfois remettent en question peut-être la véracité de ces systèmes, puisque quand on habille l'ensemble des éléments bois avec des éléments de protection feu, type, on va dire, on met du plâtre sur des fois 4 cm d'épaisseur, ou alors on met des dispositifs de protection insufflés, on va dire qu'on n'est pas dans la même simplicité. Du coup, le coût est largement renchéri, et puis le bilan est, en termes de carbone aussi. Très bien. Et une question pour Vincent de Monsieur Schillinger. Est-ce que vous avez un retour sur les différentes consommations entre les maisons passives et les autres? Oui, oui, parce qu'il y a eu une instrumentation qui a été posée. On a fait un suivi pendant 3 ans de l'installation. Et malgré les dérives en température, c'est-à-dire que les logements sont toujours chauffés plus chaud que ce qu'on a dans les études, on avait à peu près une surconso de 10% sur le chauffage.
et pas comment alors Joker, je vais aller rouvrir mon analyse parce que ça commence à dater un peu. J'ai la réponse au global. Au global, on était 10%, à 10% au-dessus de l'objectif calculé net de consommation pour le chauffage, sachant que les logements étaient plus près de 21 que de 19, c'est-à-dire que dans la réalité, on consommait moins que ce qui était prévu, parce qu'on a grosso modo une dérive de 15% par degré sur ce genre de bâtiment. Donc les bâtiments étaient intrinsèquement plus efficaces qu'étudiés, mais consommaient à peine plus parce que la chauffe était supérieure. Maintenant, la différence entre passif, pas passif, je vais vérifier tout de suite parce que j'ai les documents, mais de mémoire, c'était pas énorme. Alors, qui ne veut pas dire que le passif, c'est pas performant. Ça veut dire que le pas passif était pas très loin du passif. C'est ça, c'est là où on se situe aujourd'hui, grandement par l'étanchéité à l'air et la double flux. Comme comment Jean-Charles le précisait tout à l'heure, la différence entre la bande passive et la bande pas passive, c'est en gros 5 cm d'isolant sur toutes les parois hors sol et du triple vitrage à la place du double vitrage. Mais sur le même type de châssis, donc des châssis qui sont quand même assez qualitatifs, et la même compacité, la même étanchéité, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vrai que la différence, elle était forcément pas du simple au double, quoi, sur ce genre d'opération. Mais je vais aller regarder tout de suite mon analyse. C'est du châssis bois, du coup, effectivement. Ah, pardon, ça résonne. C'est du châssis bois, ouais, double vitrage, donc en 68 mm pour les logements F-Énergie, et du châssis bois triple vitrage en 88 mm pour les maisons passives. Merci. Je voulais revenir sur l'aspect conception-réalisation. Est-ce que chacun de vous peut-être peut aborder ce sujet? Enfin, comment est-ce que ça a été perçu, appliqué? Est-ce que c'est des techniques ou des pratiques qui sont désormais habituelles? Est-ce que c'était nouveau? Voilà. Et puis, quels sont un peu les avantages, inconvénients de cette technique? Je ne sais pas, Monsieur Tricot, si vous voulez peut-être déjà donner votre point de vue. Oui, donc nous, on avait l'habitude parce qu'on a réalisé déjà à l'époque à peu près une dizaine d'opérations en conception-réalisation, autant que ce soit sur du neuf que de la réhabilitation. Réhabilitation BBC au départ, hein, ça a été nos premières opérations de conception-réalisation, ça a été sur des programmes de réhabilitation BBC qui étaient encore antérieurs à cette opération-là. Bon, la conception-réalisation, c'est pas l'outil magique, hein, faut bien se le dire, hein, ça s'adapte à des projets particuliers quand il y a une technicité particulière qui est recherchée. Je dis souvent, en plaisantant, qu'il y a un gros inconvénient, c'est que l'architecte, il est dans l'équipe d'en face, il n'est pas avec nous, quoi, hein. Mais globalement, on arrive quand même à bien travailler. Après, c'est sûr que ça n'est pas, c'est un gros boulot, hein. Pour la maîtrise d'ouvrage, c'est un gros boulot. Il faut surveiller. Alors bien sûr, on était accompagné par une AMO, mais on a la particularité à Pôle Habitat d'avoir une maîtrise d'ouvrage technique, donc ça nous permettait effectivement d'entendre et de rentrer un petit peu dans le détail avec le complément de notre AMO. Après, franchement, c'est pas quelque chose qu'il faut systématiquement employer. Il faut vraiment que ça s'y prête. C'est vraiment à voir au cas par cas, quoi. Mais dans cette opération-là, nous, on a trouvé que c'était parfaitement adapté. Je ne sais pas si la maîtrise d'ouvrage est stabil. Enfin, la maîtrise d'œuvre est stabil. Pardon, juste pour rebondir, Monsieur Tricot, par rapport à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, vous en avez besoin là pour vous accompagner parce que c'était un marché de conception-réalisation? Oui, parce que nous, on a besoin d'être accompagnés sur l'aspect technique, sur l'aspect juridique. Et puis aussi, il y a tout un travail d'analyse, hein, un travail technique, hein, qui est à faire, donc qu'on peut faire nous. Mais bon, on est maître d'ouvrage, hein, on n'est pas réputé être sachant, et en tout cas, on l'est certainement moins que des bureaux d'études, des ingénieurs ou des architectes. Donc, on a absolument besoin d'être accompagné là-dessus. C'est pour des gens qui vont nous participer, nous donner des éléments d'analyse, hein, qui permettront ensuite de désigner l'opérateur retenu. Mais est-ce que du coup, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, par rapport aux compétences que vous attendez de lui, sur des projets qui sont plus techniques, comme par exemple ça pouvait être le cas de celui-là, encore qu'on est dans de la deuxième famille, vous attendez des compétences particulières, ou vous auriez à suggérer des compétences particulières?
Oui, sur un projet comme ça, il faut d'avoir des gens qui soient compétents sur ce type de construction, hein, qui soient capables de répondre à des bureaux d'études qui, parmi les candidats, le sont. Et donc, il faut pouvoir analyser toutes les propositions qui sont faites, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Donc, l'AMO, ben, globalement, c'est des techniciens, c'est des juristes et des économistes, quoi, voilà, pour simplifier, vraiment simplifier. Merci. Peut-être le point de vue complémentaire de la maîtrise d'œuvre, hein, avant de passer aux questions. Le point de vue complémentaire, effectivement, c'était une opération un peu singulière, comme le rappelait M. Tricot. Après, pour nous, c'était une super expérience avec l'entreprise Charpente-Martin, même si techniquement, notamment pour tout ce qui est double flux, passage de réseau et autres, on a expérimenté, on va dire, certaines mises en œuvre et que du coup, voilà, on a eu quelques balbutiements sur certains points techniques. Après, il faut peut-être juste remettre le contexte de notre entreprise générale à nous. C'était pas du tout une major, c'était du coup un gros charpentier, on va dire. Du coup, c'était plutôt une co-traitance, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait plutôt des partenaires et c'était pas du tout des sous-traitants dans son esprit. Ce qui a permis aussi, du coup, de fabriquer des projets en bonne intelligence, alors que ce n'est pas toujours le cas avec d'autres typologies d'entreprises. Et nous, maîtres d'œuvre, on avait du coup une mission complète, c'est-à-dire qu'on était sur le chantier dans la même position qu'on l'aurait été dans une procédure classique, puisqu'on avait à notre charge la gestion du chantier, on va dire, sur une mission DET tout à fait commune, ce qui est rarement le cas dans d'autres contextes d'entreprise générale. Donc c'était, on va dire, c'était pour nous intéressant parce qu'on a vraiment pu dessiner le projet avec l'entreprise et l'optimiser en partenariat avec le savoir-faire spécifique d'une entreprise. C'est aussi pour ça qu'on est arrivé à ce niveau de préfabrication, comme je l'évoquais avant. Par contre, voilà, je dirais comme Monsieur Tricot qu'en fait, c'est un outil assez peut-être adapté pour des projets spécifiques, mais aujourd'hui, tout ce qu'on a fait à l'époque, c'est des technicités assez courantes. Et je pense que les entreprises générales sont plutôt orientées sur la construction béton aujourd'hui. Et nous, on n'a jamais réussi, on va dire, avec des entreprises générales plus classiques, à, à reproduire, on va dire, le travail qu'on a mené à l'époque sur ce sujet. Donc je pense que c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même un savoir-faire chez les artisans qui permet d'aboutir au même résultat en lots séparés. Merci. Vincent, peut-être un avis complémentaire. Et juste avant, Bruno, si tu veux poser ta question par le chat, ça serait peut-être plus pratique, comme ça on se permettra de relayer. Merci. Vincent, oui. Non, mais je suis d'accord par rapport à d'autres conceptualisations avec des majors, le rapport n'était pas le même. Après, effectivement, moi, du point de vue, alors avantage inconvénient, c'est-à-dire qu'au global, je pense qu'a été fait réellement ce qui était le fruit de la conception de l'équipe de maîtrise d'œuvre. En cours de chantier, on va dire, il y a eu quelques interprétations par Charpente-Martin sur le qui a réintégré en interne des réalisations du domaine du fluide au niveau de la double flux, qui ont été un peu problématiques sur chantier et on a dû régler ces problèmes-là sur chantier. Mais je vais dire, voilà, c'est un peu le défaut des qualités d'une petite entreprise locale qui à un moment, peut avoir envie de faire beaucoup de choses, quoi. Sans forcément le maîtriser complètement. Je vais dire, c'est anecdotique, quand on le regarde du point de vue du résultat. C'est plus pendant le chantier où il y a eu quelques difficultés sur la mise en œuvre des réseaux, de ventilation. Voilà, c'est pas mais ça porte pas préjudice à la fin, c'est plus, en cours de route, quoi. Mais oui, je suis assez d'accord, c'est presque un contre-exemple de conceptualisation dans le sens où, on s'est pas senti bridé sur les solutions techniques. Voilà. Merci, oui. Je tenais à excuser hein, l'entreprise Charpente-Martin hein, qui n'a pas pu se rendre disponible pour aussi apporter ces éléments. Voilà, mais en tout cas, c'est déjà intéressant d'avoir vos points de vue. Peut-être une question dans le chat. Est-ce que la complexité technique telle qu'elle est présentée dans cette opération, est-ce qu'elle peut être menée en corps d'état séparé? Oh bah, oui.
Oui, c'est ce que je disais avant. C'est vrai que on est 8 ans en arrière. À l'époque, il y avait encore des doutes sur la capacité des charpentiers à gérer l'étanchéité à l'air, enfin des entreprises en général d'ailleurs, pas que les charpentiers. Mm. Mais il y avait des questions qui se posaient forcément, comme le rappelait Monsieur Tricot. Mais depuis presque maintenant 10 ans, la montée en compétences des entreprises, elle est effective. Et je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai aucun doute qu'on réussirait à mener en lot séparé le même chantier 10 ans plus tard. Et une autre question de Madame Touviot sur quelles sont les plus-values financières et les plannings en comparaison d'une opération structure béton? Alors, la plus-value financière, elle est toujours difficile euh, comment dire, à qualifier. C'est sûr qu'il y a un surcoût. À l'époque, vu le carnet de commandes des entreprises, les prix étaient très très bas. Je pense que M. Tricot va faire un point sur le coût de l'opération, mais c'est sûr qu'on n'est plus du tout aujourd'hui dans les mêmes standards, puisque forcément le contexte a évolué. Je ne saurais pas quantifier un surcoût en pourcentage, on va dire. Je pense que quand on fait les choses de façon rationnelle, pragmatique, efficace, voilà, si on a fait 7 maisons en bande et pas 7 maisons isolées, c'est aussi parce que justement on réduit l'enveloppe déperditives de 30%. Enfin, je veux dire, voilà, il y a toute une logique aussi d'efficacité qui fait que on arrive à réaliser des opérations bois ou mixtes béton-bois dans une économie qui est quand même crédible, puisque tous les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, aussi bien en logement social qu'en logement privé, ont des problématiques qui sont très proches. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'idée de le bois représente un surcoût, c'est aussi le dessin du projet, son efficacité, sa rationalité. Voilà, je réponds pas exactement à la question, mais on ne sait pas calculer un surcoût entre une opération béton et une opération bois. En plus, là, on est en isolant biosourcé, en menuiserie extérieure bois, en ventilation double flux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est difficile d'avoir un chiffre à donner. Très bien. Et du coup, une question pour Monsieur Tricot, donc de la part de Monsieur Parazotte. Est-ce que la conception-réalisation est devenue la référence pour les prochains projets bois? Non, pas forcément. Non, Ok. non, Pas pas de- forcément. On a réalisé depuis et pas en conception-réalisation. Monsieur Pierret peut en témoigner. Tout à fait. Et avec des prix mètre carré tout à fait compétitifs. C'est vrai. Merci. Alors, peut-être juste une question aussi sur les techniques. Ça a été dit rapidement, donc on était principalement sur des techniques courantes. Donc, est-ce qu'il y a eu des discussions particulières avec le bureau de contrôle, avec l'assureur, ou est-ce que c'était des choses qui étaient déjà pleinement admises en 2013? Alors là, à l'époque, il y a eu quelques discussions quand même avec le bureau de contrôle, hein. C'est sûr. D'ailleurs, des discussions qu'on a eues sur d'autres projets avec des façons de faire un petit peu différentes, mais globalement, ça s'est réglé. Mais c'est sûr qu'il y a eu quelques moments de dialogue avec le bureau de contrôle, effectivement, pour faire accepter les solutions techniques, parce que nous, l'objectif fixé, de toute façon, c'est qu'on ait un avis favorable du bureau de contrôle, qui ait aucune réserve, bah, tout simplement pour notre assureur. Parce qu'il est bien évident que ce bâtiment-là, il est assuré comme tous les autres, hein, en dommages ouvrages, mais ça s'est réglé. Ça a été l'objet de quelques discussions, mais on a toujours trouvé la solution. D'accord. Ouais, peut-être les dispositifs, ouais, les points précis justement. Donc il y avait, ce que je précisais, c'est que les radiers des maisons individuelles, ils sont posés sur de la mousse de verre recyclée. À l'époque, c'est un dispositif qui n'avait pas d'avis technique. Depuis, il en a un, donc on l'utilise de façon, enfin maintenant c'est une technique courante, on va dire. Et du coup, c'était un des dispositifs qu'on avait longuement, on va dire. Enfin, pour lequel on avait longuement échangé avec Monsieur Toclou de l'entreprise Veritas, du coup, qui était le contrôleur technique. Et enfin, on avait justifié, on va dire, il y avait des cahiers de prescription qui existaient, des chantiers qui avaient déjà été réalisés comme ça en France et beaucoup d'ailleurs en Suisse et en Allemagne. Donc, on avait pris soin de justifier un certain nombre de choses pour que ce dispositif soit validé à l'époque par Veritas. Et après, il y avait tout ce qui était distribution de réseau qui avait pas mal posé question.
En fait, Vincent en a parlé avant, mais l'idée pour optimiser les réseaux techniques, c'était de mutualiser, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas passer sur des systèmes individuels, mais sur des systèmes collectifs. Donc, en fait, on a 2 ventilations pour l'ensemble des 27 logements. Donc, dans les 2 collectifs, on a à chaque fois un local ventilation qui dessert horizontalement les maisons individuelles d'un côté et un bâtiment collectif verticalement. Et donc, on avait des passages de réseau de ventilation d'une maison à l'autre, etc., avec des problématiques feu dans la construction bois, où on a des difficultés à mettre en œuvre des clapets avec justement comme on le ferait en béton. Donc ça, c'était les 2 gros sujets, on va dire, en phase chantier. Oui, je peux compléter. En fait, la problématique, c'est qu'on est en maison individuelle en bande et en plus, on est en maison en toiture terrasse. On n'a pas de comble. Et donc, effectivement, la distribution la plus efficace et la plus rationnelle, c'était de passer en sous-face du plancher d'étage. Ce qui veut dire traverser complètement les maisons en termes de sécurité incendie. Ce qu'on aurait évité en ayant un comble, par exemple. Ça a amené pas mal de complexité de mise en œuvre de ces réseaux, quoi. Même s'ils sont extrêmement simples et directs, en fait. Parce que si vous voyez la photo qui est devant vous, là, vous prenez la sous-face du plancher du collectif, qu'on voit tout au fond. C'est là où la centrale de ventilation est collée. Et ensuite, c'est une grande ligne droite qui file quasiment au niveau du raccord entre les 2 bardages là, sur les maisons individuelles, mais à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est une grande ligne droite, ce réseau de ventilation. Mais il y a quand même eu des soucis. Ouais, moi, j'ai une question pour Monsieur Tricot, parce que c'est vrai que quand on livre un projet, après, on se voit moins. Et du coup, les maîtres d'ouvrage ont souvent peur de l'entretien-maintenance, de la double flux par rapport déjà au coût associé et puis après par rapport au fonctionnement, au public, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour après 7 ans du coup Oui. d'expérimentation? Au début, ça nous a soucié un peu, enfin surtout le prestataire parce que c'était un matériel qui était nouveau. Il y a eu quelques réglages au niveau, souvenez-vous, avec les bouches, les filtres, les débits. Mmh. Mais bon, maintenant, ça y est, hein, ça roule, ça tourne et on n'entend pas plus parler qu'une autre installation, quoi. Mais au début, il y a eu quand même une période d'adaptation, hein. C'était un matériel nouveau, un peu plus technique que ce qu'ils avaient d'habitude. Mais dans la conception, c'est ce que disait M. Pires, c'est hyper simple, hein. On a à chaque fois une centrale et puis elle gère ce qu'il y a au-dessus dans son collectif et après, ça tire tout droit pour gérer sa bande de maison, quoi. Mais non, maintenant, c'est géré, il n'y a pas de souci. Mais au début, ça nous a fait un peu quand même travailler un peu au départ parce que c'était nouveau. Non, mais Jean-Charles et M. Tricot, vous avez raison d'insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, la double flux, ça reste, surtout en logement social et en logement collectif, on va dire au sens large, ça reste quelque chose, on va dire, de controversé pour de mauvaises raisons, quoi. Donc c'est important d'insister et très souvent, on ne parle pas de ce qui fonctionne, on parle plutôt de ce qui ne fonctionne pas et d'insister sur le fait que, voilà, à partir du moment où la conception elle est simple, elle est rationnelle. On n'a pas des coûts et des réseaux invraisemblables qui font 3 fois le tour du bâtiment avant d'arriver au bon endroit. Ça fonctionne, quoi, tout simplement, quoi. Merci. Et pardon Thibaut, excuse-moi, Oui, vas-y. juste, pour rebondir sur la question de la toiture terrasse par rapport aux combles, où tu disais: «Vincent, ça aurait été plus simple de le faire passer sans doute si on avait des combles par les combles», Oui, finalement, bien sûr. Mmh. là, le fait qu'on soit en toiture terrasse, qui est quand même une forme architecturale, enfin voilà, qui est quand même assez courante, hem du coup, finalement, enfin, vous avez trouvé une autre manière de le faire et tu trouves que c'est reproductible? Enfin, c'est-à-dire, c'est Bah, disons que le problème, on le rencontre régulièrement, quand on a de l'habitat en bande, mais qu'on veut gérer d'un point de vue, technique comme un collectif. Et il faut le traiter d'un point de vue technique comme un collectif, parce que les besoins d'un bâtiment passif sont tellement faibles qu'il n'y a aucun système énergétique individuel, efficace. Il n'y a pas de solution en individuel. Ou alors, ce serait une batterie électrique, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas efficace de manière globale. C'est efficace localement, mais c'est pas efficace de manière globale. Et de toute façon, on a en commun la production d'eau chaude sanitaire qui, pour les mêmes raisons, pour être efficace et être en énergie renouvelable, doit être faite de manière collective. Donc, tout tend au système collectif sur les bâtiments performants.
Et la limite de l'exercice, c'est quand ça ressemble trop à de la maison individuelle, c'est forcément plus compliqué. Alors quand il y a un comble, ça résout facilement le problème, parce qu'on fait toute la distribution par les combles, et là on est en partie. Les combles en fait sont des sortes de parties collectives, même dans un habitat en bande, parce que les coupe-feux sont en dessous. Alors que le problème, là, on traverse les coupe-feux. Forcément, quand on a une toiture terrasse. Et encore que, on pourrait imaginer un truc un peu entre les deux, où on aurait une partie. C'est ce qui avait été envisagé au début. Alors, je pars un peu sur des choses techniques, mais d'avoir un caisson technique qui était collé à la toiture terrasse dans un coin du bâtiment. Alors, du coup, on en revient un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que le coupe-feu, on ne traversait plus le coupe-feu. Maintenant, ça a été un peu abandonné parce que c'était trop compliqué. Ça a fait des redescentes dans certaines pièces. Enfin, voilà. C'est juste de dire que l'habitat en bande, en toiture terrasse, forcément, en R+1, c'est la limite de l'exercice du collectif facile. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques quand même qui existent. En fait, on n'a pas refait d'habitat en bande en toiture terrasse. Ceux qu'on a refait jusque-là, ils étaient en comble, et là, c'est aussi facile que du collectif, quoi. Une question de Madame Touviot, est-ce que justement il y a des incompatibilités vis-à-vis de la modification numéro 3 du PLU de Strasbourg, notamment sur la ventilation et l'aménagement des toitures, avec des panneaux photovoltaïques ou végétalisation? En fait, ici, l'ensemble des maisons individuelles ont une toiture végétalisée. Et c'est vrai qu'on a privilégié les panneaux. Donc, nous, c'était sur du solaire thermique, pas photovoltaïque sur cette opération, puisqu'on avait un ballon tri-énergie qui fonctionnait sur du coup, le chauffage urbain et les panneaux solaires. Et du coup, les panneaux sont installés sur les collectifs et les toitures des maisons sont végétalisées, puisque les collectifs ont des vues sur ces toitures. Donc, il nous semblait important de garantir, on va dire, des toitures déjà esthétiquement qui étaient qualitatives pour les gens avec la vue, mais aussi qui permettaient effectivement de limiter l'effet d'îlots de chaleur, de faire de la rétention d'eau pluviale, etc. Donc, c'est les deux dispositifs, on va dire, qui sont prévus dans la version 3 du PLU. Donc, je pense qu'ils sont tout à fait adaptés. Très bien. Je vous propose d'avancer juste sur l'aspect chantier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du chantier? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des besoins logistiques particuliers, des problèmes de stockage, je ne sais pas, ou nous préciser peut-être en combien de temps ça s'est monté? Voilà, des notions un peu générales. Monsieur Tricot, vous voulez démarrer ou... Dans le détail, je vous laisserai dire, mais globalement, nous, sur la durée de chantier, bon, bien sûr, pour le maître d'ouvrage, ça va jamais assez vite, mais ça s'est déroulé dans un délai normal, hein. Je reprends mes notes parce que je m'en souviens plus. On a démarré, on a mis 1 an et demi pratiquement pour faire ce chantier, quoi, hein, voilà. Bon, c'est vrai que la préfabrication, ça a été, on pensait que ça aurait fait gagner un petit peu plus de temps, mais bon, c'était assez compliqué à réaliser quand même, hein. On a été voir ça directement à l'usine chez Charpente-Martin. Donc, au niveau des délais, un délai de 18 mois pour réaliser une opération comme ça, complète, hein, y compris les aménagements extérieurs. Bon, on peut aller plus vite, mais c'était pas exagéré. Oui, c'est vrai que pour compléter, au niveau planning global. Vas-y, Jean-Charles, oui. Ouais, merci, ça résonnait. Pardon. On n'a pas bénéficié vraiment à plein de la préfabrication parce que on n'était pas sur un pilotage d'opération par l'entreprise hyper efficace. Donc, on a la durée, je pense, d'un chantier assez classique. Et il y a aussi effectivement des choses qui nous ont retardé, notamment les tests acoustiques, les problématiques avec les gaines de ventilation à l'époque. Donc, on n'a pas bénéficié à plein de cet aspect préfa, mais par contre, je pense que voilà, on est quand même sur une durée en 18 mois pour faire ces 27 logements sur l'ensemble de l'îlot avec l'ensemble des aménagements extérieurs et autres qui reste correct. Après, les dispositifs sur site, du coup, on est sur un chantier très propre puisqu'il y a le peu de mise en œuvre, peu de nuisances sonores aussi. Surtout une fois qu'on a fini le gros œuvre, après on est vraiment sur de l'assemblage. Et par contre, la préfabrication, elle nécessite un atelier immense parce que vous avez vu sur une des images avant le stockage des murs.
En fait, pour de façon efficace poser les menuiseries, les isolants et préparer tout, le bardage, etc. Ça prend beaucoup de temps du coup par mètre carré en atelier. Et donc, il faut effectivement un atelier qui permet d'accueillir et de stocker l'ensemble de ces murs avant d'aller les lever sur site. Donc, ça nécessite, on va dire, une installation conséquente chez le charpentier, et ce qui n'est pas à la portée non plus de l'ensemble des entreprises du tissu. Très bien. Et une question de Madame Kornetsky sur l'origine du bois et le type de bois utilisé. Ouais. Donc là, par contre, je ne vais pas apporter, on va dire, de réponse forcément satisfaisante. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2013-2014, on était déjà très heureux de construire en bois, puisqu'il y avait, on va dire, très peu d'opérations qui sollicitaient ce matériau et qui permettaient de le mettre en œuvre. Donc c'est vrai que la provenance, elle était très peu évoquée. Les murs ossatures, en gros, c'est du bois abouté. Et l'entreprise Martin, effectivement, le commande du coup en forêt noire pour des questions économiques. Donc ça, c'est des bois d'ossature. Les planchers, c'est des dalles en CLT, donc c'est du bois massif contre-collé. La marque la plus courante et la plus connue, c'est KLH, qui a été en l'occurrence le partenaire de l'entreprise Martin sur cette opération. Donc les dalles à l'époque venaient d'Autriche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un fabricant alsacien qui est Schillinger, du coup, qui réalise le même type de produit. Et l'entreprise KLH a aussi construit un atelier de production de ces dalles planchers dans le Jura. Donc, on va dire aujourd'hui, il y a plusieurs fabricants de ces planchers bois en France. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et je crois qu'il y avait juste la provenance du bardage où on était en Douglas, un peu de pays, si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Tricot. Non, c'est ça. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir peut-être Est-ce que vous avez un retour des usagers, Monsieur Tricot? On parlait de l'acoustique, hein, vous parliez que c'était satisfaisant. Est-ce que vous avez d'autres retours sur les habitants? Bien sûr. Bon, déjà sur l'aspect consommation thermique, bon, comme disait Vincent Pierret tout à l'heure, on a mis en place des instruments permettant de faire les mesures. On a accompagné nos locataires aussi dès leur entrée dans les lieux en leur expliquant qu'ils allaient habiter dans un logement passif. Alors certes, attention, ils vont pas être dans un truc extraordinaire, mais il y a quand même quelques comportements à adopter. Donc il y avait un accompagnement qui a été fait pour ça. On a aussi voulu leur prouver que ce qu'on leur a dit, c'était vrai, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas payer grand-chose en chauffage. Et donc, il y a eu un accompagnement qui a été mis en place par nos services, par une association aussi. Je suis désolé, j'ai plus le nom, mais je pourrais la retrouver. Et il y a eu des petits challenges qui ont été mis en place. Et c'est vrai qu'on a certains locataires qui ont passé les hivers sans chauffer, quoi, hein. Enfin, sans chauffer par des systèmes supplémentaires. Bon, c'est tellement bien isolé que le simple fait d'habiter la maison va dégager de la chaleur. Alors ça s'est bien fait au début. Après, par la suite, c'est vrai qu'arriver à leur faire tenir les 19 degrés, c'est parfois un peu compliqué, hein. Donc on était plus près de 20, voire de 21. Donc ça joue un petit peu sur les consommations, mais pas grand-chose en fait, hein. Et ensuite, on se rend compte aussi que les gens ils vivent différemment, hein, et il y en a qui consomment un petit peu plus parce qu'ils sont un petit peu plus frileux peut-être, hein, parce qu'ils sont un petit peu moins sérieux sur les ouvertures de fenêtres, parce qu'ils fument aussi, disons tous de temps en temps, hein. Et on s'est rendu compte aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, que finalement la différence entre les maisons passives et les maisons Effinergie Plus, c'est pas énorme au niveau des consommations, quoi, hein. On arrive à la relever, mais c'est vraiment pas beaucoup perceptible, quoi, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur la conception même de l'écoquartier, ça a eu un intérêt, c'est que ça fait venir une ou deux familles qui n'étaient pas issues de ce quartier-là et qui sont venues habiter là parce qu'ils cherchaient à habiter dans un écoquartier. Donc ça a été un peu dans le sens de la mixité. Puis ensuite, ça a été effectivement les petits tracas qu'on peut avoir, mais sur d'autres programmes aussi, sur le mode de fonctionnement, entre de l'habitat individuel, des appropriations différentes des espaces. Il y a eu le fait de les faire travailler ensemble sur l'économie, ça a créé une petite communauté. Ça fait qu'après, certains avaient un peu tendance à se renfermer sur eux-mêmes. On nous a même demandé d'installer une barrière à l'intérieur de l'écoquartier, donc ça, vous pensez bien qu'on a dit non.
Voilà, mais avec le recul, ça fonctionne bien. Mais ça a demandé un accompagnement au début pour que ça parte bien, quoi. Voilà. Est-ce que le sentiment d'être en bois, de vivre dans un cadre de vie avec du bois, enfin, vous avez eu des remontées là-dessus, sur la Oui, qualité de vie que ça pouvait oui, apporter on ou en a pas? eu. Parce que vous voyez tout de suite sur les photos que l'esthétique de ce bâtiment, elle n'est pas du tout. Enfin, on voit bien que c'est pas comme ailleurs. Hein, c'est pas du RPE sur du polystyrène. Hein, ça se voit tout de suite, quoi, hein. Donc il y a eu cet aspect-là. Il y a eu aussi les petits jardins, les menuiseries plein sud. Hein, c'est des logements qui sont hyper confortables, quoi, hein. Donc franchement, les gens se sentent très bien. On a pratiquement pas de rotation, hein. Sur les maisons individuelles, on en a très, 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 très peu. Et sur le collectif, on en a très peu aussi, quoi, hein. La seule chose où on a eu un peu de mal, on en sourit maintenant, c'est quand on est parti sur le parti, enfin, on a pris le parti de faire des dallages en béton ciré dans les maisons au rez-de-chaussée. Et ça, chez le locataire, c'est un peu compliqué quand même, quoi, hein. Voilà, il y en a beaucoup qui nous ont demandé de rajouter du balatum. Donc ça, il a fallu qu'on le gère. Bon, parce qu'il y avait aussi un truc tout bête dans une cuisine, quand on faisait tomber quelque chose par terre, bah, ça faisait une tache qu'ils n'arrivaient plus à nettoyer après. Par la suite, bon, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues dans la conception, mais par rapport à la totalité du programme, c'est un détail, quoi. Voilà. Et Non, mais je petite pense que les gens question, sont... pardon, Pardon. aussi par rapport aux usages, Oui. le fait d'avoir des carports, en fait, enfin, finalement, de ne pas être dans des garages fermés, clos, comment est-ce que les gens appréhendent ce type de stationnement? Bah, là, ça n'a pas posé de problème parce que quand on regarde tout l'environnement autour d'habitat collectif, parce que c'est un écoquartier, c'est de la maison dite individuelle, mais ça reste quand même une sorte d'habitat collectif. Et nous, on n'a que du stationnement extérieur, quoi, hein. Là, l'avantage, c'est qu'avec les carports, bon, bah, ils sont à l'abri l'été, ils sont un peu aussi à l'abri l'hiver. Et franchement, ça n'a posé aucun problème, quoi. Oui, puis, tu expliquais aussi, Jean-Charles, que ça avait eu finalement des intérêts aussi, bioclimatiques pour protéger, enfin, ça des intérêts par rapport au confort d'été, si je comprends tout à l'heure ce que tu disais, non? Que ça protégeait un peu aussi, des apports solaires l'été, Non, non, pas forcément les carports, excuse-moi, Thalys, en fait, déjà pour que ça fonctionne, je pense, c'est vrai que il faut quand même préciser, peut-être c'était pas forcément clair dans mon explication, mais qu'il y a un cellier pour toutes les maisons individuelles, on va dire, en complément du carport. Il y a un cellier aussi extérieur qui fait entre 6 et 8 mètres carrés suivant les typologies. Et c'est vrai que ça, on voit dans l'usage que c'est un peu indispensable. C'est-à-dire que voilà, les gens qui ont un jardin, ils ont forcément des outils pour s'occuper correctement de leur jardin. Ils ont des vélos et autres. Et donc, ce petit cellier qui est un peu la pièce en plus extérieure, ça permet aussi justement voilà, de faire fonctionner les maisons et d'entretenir son jardin. Et donc, dans le programme, ça, c'était vraiment, je pense, une belle plus-value pour les locataires. Et par contre, justement, l'orientation de ces celliers, elle a permis soit d'ouvrir un peu les cuisines vers l'espace collectif central, soit de fermer un peu les jardins pour les maisons du coup qui sont côté nord, pour protéger l'intimité. Donc, on se sert un peu de ces éléments vraiment pour fabriquer finalement des séquences, comment on arrive chez soi, comment on se protège, comment, etc. c'est plus par rapport à l'intimité finalement, Ouais, pour c'était des plutôt raisons ça, ouais, par rapport d'accord. aux vues et autres. Ouais. Il y a une question sur l'entretien des façades. Est-ce qu'il y a un traitement, une finition particulière et est-ce que c'est prévu justement de l'entretenir régulièrement? Alors effectivement, la question du bardage bois, on en a aussi pas mal discuté en phase conception avec la maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est un bardage bois qui est pré-grisé en atelier avec un produit d'imprégnation en fait de saturation un peu du bois qui a été posé en 2 couches, qui est un produit allemand. Alors moi, je passe régulièrement, j'habite Colmar, donc je passe régulièrement devant l'opération. Et j'ai l'impression, Monsieur Tricot, 7 ans plus tard, que on peut dire que le vieillissement est plutôt homogène et pas forcément très altéré. Tout à fait. Donc, le vieillissement, il existe, hein. C'est sûr que c'est des fois ce que certains extérieurs ou même quelques locataires en minorité ont du mal à percevoir. Il est différent parce qu'il est bien évident que sur la face plein sud, on n'a pas le même aspect que sur les autres faces, hein. Mais bon, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Alors, je dis pas que ça va durer, je sais pas moi, 30, 40, 50 ans avant qu'on ait à retraiter ça, mais sur une façade classique, il faut aussi faire quelque chose. Après, il y a aussi autre chose qui évolue aussi, c'est le traitement sur les menuiseries bois.
où là les gens sont un petit peu plus sensibles. Et là, c'est vrai que ça c'est un petit peu atténué, mais c'est uniquement une histoire d'aspect esthétique, hein. Et là, on a quand même un ou deux locataires qui commencent à nous dire, ah ben, faudrait peut-être qu'on les relasure, mais c'est parce qu'ils voudraient que ça brille en permanence, quoi, hein. Mais bon, c'est pas l'idée sur ce type de bâtiment. Mais c'est vrai que l'ossature bois et les façades bois, ça demande une attention particulière sur cet aspect-là. Il faut que chacun soit bien conscient que ça évolue. Et ça peut évoluer d'une façon différente. C'est vrai que si vous regardez, si vous allez sur place, l'aspect de la façade sud n'est pas tout à fait identique à ceux des autres aspects, des autres façades, parce qu'elle prend le soleil en permanence, ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que pour compléter, le traitement, il a quand même permis, donc effectivement, par orientation, il y a forcément, comme le rappelait M. Tricot, une différence d'aspect. Mais par contre, c'est assez homogène par grande façade. C'est-à-dire que quand on passe autour de l'opération, il n'y a pas des grandes traces. Enfin, ce que les gens redoutent un petit peu, c'est souvent ce côté où il y aurait un bardage qui a vieilli très vite et puis un autre qui est resté encore naturel. Là, on a quelque chose d'assez homogène finalement qui est permis par le produit d'imprégnation et le pré-grisement. Merci. Je vous propose peut-être, Monsieur Tricot, est-ce que vous voulez aborder plus en détail le coût de l'opération pour finir un petit peu. On peut en parler, mais on va peut-être pas. Bon, c'est une opération, comme disait M. Ribert tout à l'heure, qui a été lancée à une période qui était favorable pour la maîtrise d'ouvrage. Ça serait moins, donc c'est vrai qu'actuellement, donc on a eu des coûts de construction qui étaient relativement bas, hein. Si on regarde le prix au mètre carré, c'est pas cher, hein, il faut le dire. Bon, après, je dirais là, je vais prendre ma casquette de maître d'ouvrage, c'est peut-être la conception-réalisation qui nous a amené à ça, hein, parce que mine de rien, quand on conception-réalisation, il y a quand même une mise en concurrence avec deux autres opérateurs. Donc, l'aspect financier, même s'il n'est pas le principal, parce que globalement, qu'est-ce qu'on dit dans une conception-réalisation? On dit, bon, ben voilà, à peu près notre budget, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour ça? Et puis c'est celui qui propose le mieux qui remporte l'affaire, hein. C'est schématisé, hein, c'est très schématisé. Là, ça a été vraiment très intéressant. Moi, ce que je voudrais aussi soulever au-delà ou en complément du coût de construction, c'est le plan de financement qu'on a eu là avec des subventions qui étaient quand même extraordinaires à l'époque, tant par l'ANRU que la région, que la ville. Même un organisme de chauffage urbain aussi, oui, parce que la ventilation, on est branché sur le chauffage urbain là-bas aussi, hein, donc avec des énergies aussi renouvelables. Globalement, c'est un programme qui a été subventionné à 37%, quoi. Donc c'est énorme et c'est ça qui nous a permis aussi ça a été vraiment des éléments déclencheurs. Ce que je disais tout à l'heure, les subventions qu'on a eues et notamment du conseil régional, c'est ce qui nous a permis de sauter la barre, quoi, si je puis dire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas reprendre les coûts de construction en mètre carré comme des valeurs qu'on pourra retrouver systématiquement sur des opérations à venir, hein, pas sur cette opération. Merci. Oui, je voulais reprendre une précision de M. Parazotte que je n'avais pas relayée précédemment, je m'en excuse. Voilà, qui disait que selon lui, il y avait une vraie difficulté sur l'allotissement appliqué au projet bois. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas? Il y a une difficulté, oui, effectivement. On a, on va dire, deux possibilités qui sont toujours un peu réinterrogées suivant les projets, c'est-à-dire de faire un peu un macro-lot bois qui pourrait traiter effectivement l'étanchéité à l'air, l'isolation, etc., pour être sûr d'avoir une enveloppe performante avec tous les points singuliers un peu traités par une seule entreprise qui en aurait la responsabilité. Et l'autre possibilité, c'est de séparer effectivement par corps de métier un peu ces responsabilités. Donc, on aurait par exemple un plâtrier qui peut faire la membrane d'étanchéité à l'air et poser l'isolation, le charpentier qui se contente effectivement de uniquement poser l'ossature. Et donc, on est toujours un peu en balance entre les avantages et les inconvénients des deux solutions. Je ne sais pas si c'est exactement le sujet évoqué, mais c'est mon interprétation. Et alors nous, notre retour d'expérience sur l'ensemble des opérations, c'est qu'aujourd'hui, le tissu, on va dire,
le tissu, pour être efficace économiquement, le tissu d'entreprise, il est plutôt un peu découpé, notamment en Alsace, puisqu'on n'a pas trop d'entreprises qui gèrent des gros lots et des lots façades. Et donc, on a tendance plutôt à diviser, on va dire, et à gérer nous-mêmes un peu, finalement, quelle est la limite des prestations de chacun et quelle est la limite des responsabilités de chacun. Donc, ça veut dire effectivement que quand on fait un test d'étanchéité à l'air, il y a 4-5 entreprises qui sont, on va dire, liées à l'étanchéité à l'air de la façade et de la toiture. Mais voilà, on préfère, on va dire, assumer finalement ce découpage et gérer les responsabilités plutôt que de lancer des gros lots où on aurait du mal, on va dire, économiquement à trouver des partenaires satisfaisants. Je ne sais pas si Tu, la personne qui a tu posé la crois question qu'ils veut pourraient compléter. se grouper pour répondre en gros lot et qu'il y en ait l'un d'entre eux qui finalement assure la coordination des autres ou prendre un type d'ingénierie particulière? Enfin, c'est une question, hein, je ne sais pas du tout si c'est faisable, si c'est un intérêt même économiquement ou techniquement. Oui, il pourrait le faire. Après, la difficulté, c'est un peu toujours que si d'un coup il y avait beaucoup d'opérations, on va dire, qui nécessitaient un groupement, elles auraient tendance finalement à se rassembler d'elles-mêmes, les entreprises. Après, c'est quand même des éléments assez encore sporadiques et il y a quelque chose dans la construction bois encore qu'on a du mal à faire par rapport peut-être à la construction plus traditionnelle, c'est à reproduire des systèmes constructifs. C'est-à-dire que nous, on construit en bois toute l'année et on se rend compte que, voilà, pour différentes raisons, la composition de nos murs, de nos toitures, etc., sont jamais exactement les mêmes. Et donc, je pense qu'il y a encore tout un travail de la filière à faire vers un peu la simplification peut-être de ces éléments pour justement que les entreprises elles puissent peut-être se regrouper, avoir des habitudes de travail et peut-être une plus grande efficacité pour que par la suite, on puisse faire baisser les coûts. Merci. Et peut-être une dernière question pour Monsieur Tricot, du coup, par rapport au coût de l'opération. Est-ce que ça veut dire que cette opération n'est pas reproductible, et notamment s'il n'y a pas de subvention telles que vous les avez perçues? Je ne vais pas dire ça. Je vais dire qu'elle sera plus difficile à financer avec plus de fonds propres, hein, en général. Mais bon, les collègues qui m'écoutent savent de toute façon que maintenant, pour monter les opérations, on n'est plus du tout sur les mêmes bases de financement qu'on pouvait mettre en œuvre à cette époque-là, et surtout avec l'ANRU. Regardez le montant de la subvention ANRU, hein, c'est ça qui a été aussi. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable de réaliser des opérations comme ça, mais pas dans les conditions qui sont décrites ici, quoi, hein, mais c'est faisable. D'ailleurs, on continue à en faire et on en a réalisé d'autres depuis, hein, nous, et puis je pense que les confrères aussi. Merci. On est dans l'idée d'utiliser le biosourcé de plus en plus. Alors c'est sûr que là, on attend aussi que la filière se développe et qu'on ait plus de possibilités, qu'au niveau des prix, ça diminue aussi, hein, parce que c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est nos locataires qui remboursent les prêts par l'intermédiaire de leur loyer. Dans la mesure où le loyer est plafonné, ben, le financement de l'opération il est plafonné aussi, hein, c'est mathématique. Ensuite, je pense que nous et d'autres bailleurs, on est partant dans ce type d'opération. On l'a vu aussi, parce que bon, sans en parler, on a réalisé d'autres opérations aussi avec des réhabilitations collectives en passif, avec des isolations extérieures en fibre de bois biosourcées sur des R+7. Bon, il faut juste un peu avoir la volonté de le faire, hein, parce que là, il faut trouver le prestataire qui va le faire. Il faut arriver à faire passer un avis technique, parce que là, le bureau de contrôle, il dit, oula, vous n'y pensez pas, de la fibre de bois sur 7 niveaux, il n'est pas question que je vous valide ça. Voilà, mais on est moteur aussi, les bailleurs sociaux, dans cette affaire. Après, c'est sûr qu'il faut toujours gérer le nerf de la guerre, hein, il faut que ça rentre dans la tirelire. Hein, Merci. Mais il va y avoir un peu un changement de donne avec la RE 2020. Hein, parce que, alors au début, peut-être pas trop, mais quand on regarde les valeurs des coefficients sur la partie carbone qui vont arriver à horizon 2025, là, il va y avoir un peu inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la construction, au moins mixte, devrait devenir un peu la référence et ce sera un exploit d'arriver à faire autre chose qu'une construction mixte, quoi. Ça, aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde en ait conscience. Hein.
Merci. Je passe la main à Thalie Marx pour la fin de l'intervention. Oui, puis aussi peut-être pour relayer une question d'Hélène Touviot sur la question des compétences à l'intérieur de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ça paraît important effectivement parce qu'on a présenté l'équipe, mais c'est peut-être important les uns et les autres que vous reveniez là-dessus sur quelles sont les compétences nécessaires au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour qu'un projet comme celui-là puisse sortir correctement. On Je rallume mon t'entend micro, pas. pardon. Ouais. Ouais, excusez-moi. Alors, c'était un tout petit peu particulier puisque, en fait, l'ingénierie bois, donc Charpente-Martin, c'est une très grosse entreprise au niveau, on va dire, régional. Et donc, ils ont un bureau avec des ingénieurs bois qui, effectivement, peuvent concevoir et dessiner. Maintenant, en équipe, généralement, justement, ce qui est indispensable pour le succès, c'est vraiment d'avoir un ingénieur bois spécifique, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'ingénieurs béton qui sont capables de dimensionner certains éléments de charpente, mais là, il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut concevoir, il faut optimiser, il faut vraiment dessiner des assemblages, etc., pour non seulement bien cerner le prix futur de l'opération et bien l'estimer en amont, mais aussi permettre de la réaliser dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment un savoir-faire spécifique et je pense que la clé du succès des opérations bois, c'est l'ingénierie dédiée, c'est-à-dire d'avoir vraiment des bureaux d'études dédiés à la construction bois. Donc, il y en a quelques-uns dans le Grand Est et en Alsace. Donc, il y a de la ressource, je veux dire, mais il faut qu'elle soit mise en avant dans l'équipe en complément d'un ingénieur structure béton plus traditionnel. Après, voilà, pour ce qui est de la performance thermique et de la gestion des fluides, effectivement, là, je laisse peut-être Vincent compléter, mais en tout cas, c'est, je pense, aujourd'hui l'acteur par rapport à la partie bois indispensable dans une équipe. Sur la partie performance, là, c'est plus la logique de conception passive qui nécessite un travail très très proche et dès les premiers coups de crayon entre l'architecte et le bureau d'études, et que c'est la thermique, donc l'architecture qui guide les choix. Enfin, la performance énergétique, elle est dans l'architecture et les fluides arrivent après pour apporter le peu qui manque, hein. C'est vraiment la logique du bâtiment passif. Le chauffage étant quasiment pas un problème. C'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais sur cette opération a été choisi d'utiliser des radiateurs, on va dire, basiques sur l'ensemble des logements, qu'ils soient passifs ou pas passifs. On aurait pu substituer les radiateurs avec une batterie de chauffe terminale, comme on fait sur toutes nos opérations de logement neuf pour les bâtiments passifs. Mais il a été choisi par simplicité et pour pas avoir deux systèmes différents qui coexistent sur la même opération, de garder des radiateurs partout. Mais je dirais, donc au-delà du chauffage, qui est un problème qui se règle très 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 facilement, le gros de l'anticipation, ça reste la double flux. Pour éviter que la double flux soit une contre-référence et des problèmes de fonctionnement, il faut absolument la concevoir dès le début, l'intégrer dans les plans, lui laisser la place qu'il faut. C'est pas démentiel, mais c'est une place qui est beaucoup plus importante que dans de la simple flux. Prévoir les locaux techniques. Et à la fin, pareil, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. Sur un bâtiment passif, la première consommation en termes de chaleur, c'est pas le chauffage, c'est l'eau chaude sanitaire, à peu près pour le double de la quantité de chaleur qu'il faut pour le chauffage. Et donc, la conception du système de production de chaude sanitaire et la distribution bouclée au plus court, au plus isolé, au plus rationnel, sont des éléments aussi très très importants, quoi. En fait, c'est moins la technologie de production de chaleur. Ici, c'est du réseau de chaleur et un peu de solaire thermique. Dans d'autres opérations, ce sera une petite chaudière granulée ou une petite pompe à chaleur. Mais je dirais le focus, il est beaucoup plus sur la bonne intégration, la bonne anticipation des réseaux de distribution, ventilation, chauffage, eau chaude, au plus simple, au plus maintenable, au plus efficace, au plus isolé. C'est ça vraiment qui fait la performance des bâtiments aujourd'hui, quoi. La technologie, on va dire, absolue qui produit la chaleur derrière, c'est important, mais c'est presque secondaire pour le bon fonctionnement, quoi. Et tout ça, j'insiste, c'est vraiment une articulation de conception, architecte, ingénieur et au plus tôt. Parce qu'à la limite, on peut presque changer, de dire à la fin, on est en pro, on va finalement, on met pas une pompe à chaleur, on va mettre une chaudière à granulés. Ça, c'est beaucoup moins impactant comme choix que tout ce qu'on vient de décrire avant.
qui lui est complètement intégré à la conception des bâtiments, des espaces, des circulations. Voilà. T'entends pas, Tali? Tali, il faut remettre ton micro. Oui, je disais qu'on se rapprochait de la fin là, de notre temps dédié pour le retour d'expérience, et j'aurais besoin de vous entendre les uns et les autres sur les principaux leviers que vous jugez reproductibles pour une prochaine opération qui ressemblera à celle-là. Enfin voilà, les principaux enseignements que vous aimeriez livrer pour les personnes en présence et puis qui nous écouteront via le replay. Et puis juste, Jean-Charles, j'ai une petite question subsidiaire, enfin aussi pour la maîtrise d'ouvrage. C'est le rôle de l'AMO aux côtés de la maîtrise d'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'elle s'arrête à l'analyse des offres ou est-ce qu'elle a continué à vous accompagner? Ça, c'est une question pour vous. Et puis aussi la compétence de l'architecte par rapport à des constructions bois de manière générale. Enfin voilà, est-ce qu'il suffit d'avoir un bon ingénieur bois, ou est-ce que l'architecte a quand même besoin d'avoir lui aussi des compétences particulières par rapport à ça? Et puis donc si vous pouvez chacun répondre à cette question-là. Et ensuite tous les trois nous dire pour vous vraiment voilà, quels sont les enseignements que vous aimeriez partager et qui sont reproductibles. Voilà, s'il y avait une opération de ce type à faire une deuxième fois. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Absolument. Voilà, merci. Monsieur Tricot, la politesse m'invite à vous laisser prendre la parole en premier. Je vous remercie. Qu'est-ce qui était intéressant? Bon, alors, on va commencer par l'AMO déjà. L'AMO, effectivement, il avait une mission avant le chantier. Pas trop pendant le chantier, si ce n'est pour intervenir sur des points particuliers, techniques ou des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment eu trop le besoin. Par contre, après le chantier, oui, effectivement, parce qu'il y a une période j'allais dire de contrôle. Ben, en fait, on vérifie les performances pendant 3 ans. Au début, c'était 2 ans. Maintenant, on est passé à 3 ans sur nos opérations. Et donc là, effectivement, l'AMO, il a un rôle là, puisque c'est lui qui supervise ce contrôle avec l'entreprise. Qu'est-ce qui était intéressant? Moi, je dirais, en ce moment, on entend beaucoup parler de massification, bon, même si la préfabrication, c'est pas vraiment de la massification, mais si, un peu, c'était une sorte de massification à l'échelle du chantier. Ça a été très intéressant aussi quand même, parce que on sait très bien que quand c'est fait en atelier, c'est d'une qualité qu'on peut supposer être meilleure hein, que si c'est fait sur le chantier aux intempéries. On peut penser qu'on va gagner du temps. Bon, ça n'a pas forcément été le cas ici, mais parce que bon, c'était une opération un peu nouvelle, mais globalement, on a une standardisation, on a des produits qui sont intéressants. On a moins d'interventions multiples des uns et des autres, hein, parce que, comme disait M. Ribert tout à l'heure, ça arrivait, je ne vais pas dire qu'il y avait le papier peint sur les murs, mais presque, quoi, hein. Et on avait décidé en plus de laisser le bois apparent, donc c'est sympa d'ailleurs, ça donne un peu une ambiance je ne vais pas dire chalet de montagne, hein, mais intérêt, c'est vrai que on voit le bois, le KLH, c'est bien. Donc on a dit aussi à nos locataires, attention, on ne perce pas des trous, on ne plante pas des clous, enfin, bon, pas trop, hein, on ne peut pas leur dire de ne pas en faire du tout, mais il faut faire attention. De la même manière qu'on leur dit aussi de ne pas trop percer de murs extérieurs, de trous dans les murs extérieurs, parce que s'ils percent l'enveloppe, on a tout faux là aussi, quoi, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je pense que c'est des opérations qui sont reproductibles. La preuve d'ailleurs, c'est que nous, on en a réalisé d'autres, peut-être pas à cette échelle, certes, mais on a réalisé d'autres opérations en construction passive, en réhabilitation passive, avec l'emploi de bois, de fibres de bois, on en parlait tout à l'heure, même de paille, hein, donc c'est tout à fait faisable. Et puis ensuite, comme disait Vincent Piret tout à l'heure, justement, la réglementation va aussi nous contraindre à nous orienter vers ce genre de dispositif. Et c'est sûr que si on a pris les devants, si on sait déjà un peu de quoi on parle, ce sera sûrement plus facile à gérer, quoi. Mais moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je dis toujours, pour les plus anciens, quand on a entendu parler de la RE en 95, je crois, on a dit « Oula, comment on va faire ?» Et puis maintenant, on en rigole, quoi. Donc voilà, mais c'est des dispositifs qui sont intéressants. Vous pouvez voir aussi que esthétiquement, ça apporte quand même quelque chose, quoi. On a une façade qui n'est pas celle qu'on voit sur tous les bâtiments. En plus, comme vous voyez, hein, il fait beau tous les jours à Colmar, hein. En plus aujourd'hui aussi. Enfin voilà, non, c'est des opérations qui sont reproductibles, bien sûr, avec sans doute des conditions financières qu'on ne retrouvera pas, mais c'est quand même faisable. Voilà.
Je vous redonne la main, M. Ribert. Ouais, merci. Non, mais du coup, je pense effectivement que de les reproduire, c'est un peu notre responsabilité à tous aujourd'hui par rapport justement à l'impact du carbone dans la construction, etc. Je pense que c'est notre travail à tous de continuer à trouver des solutions qui, techniquement, économiquement, on va dire, répondent au cahier des charges, mais à partir de solutions nouvelles qui sont orientées vers les matériaux d'aujourd'hui, des isolants biosourcés et la construction bois qui est assez prépondérante dans notre région, mais aussi pour une question culturelle et de ressources. Après, comment dire, quelles sont les conditions de reproduction d'une opération de ce type? C'est vrai que là, ce qui était intéressant, c'était un peu l'échelle. Quand on est comme ça, au-delà de 20 logements, on va dire qu'on a quand même aussi une espèce d'efficacité économique qui commence à se déterminer avec une opération, on va dire, qui peut être rationnelle, tramée et autres. Enfin, je veux dire, je pense que on voit tous qu'à partir d'une certaine taille d'opération, il y a aussi quelque part un gain dans l'aspect technico-économique. Donc ça, c'était aussi peut-être pertinent, c'était l'échelle et le choix de l'échelle de l'opération de la part du pôle habitat. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir de doute sur la capacité du tissu d'entreprise à faire. Je pense qu'on a de plus en plus de gens qui montent en compétences et de gens très compétents dans le domaine de la construction bois, aussi bien en assistance à maîtrise d'ouvrage qu'en maître d'œuvre et qu'en entreprise. Et moi, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant pour vraiment, on va dire, maximiser la construction bois, la construction mixte. Voilà, il y a effectivement, les matériaux ont tous des qualités qui sont bons, sont complémentaires. Donc, c'est vrai que le tout bois n'est pas forcément toujours le plus adapté et n'est pas toujours possible pour des questions aussi, des fois, économiques. Mais la construction mixte a aussi beaucoup d'atouts. Donc, il faut continuer à chercher ensemble ces solutions. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de tes questions, Thalie, ou Non, il y en avait beaucoup d'un coup. je demandais s'il y avait besoin d'une compétence particulière du côté de l'architecte aussi par rapport à de la construction bois ou si finalement, parce que tu vantais finalement l'intérêt d'avoir un ingénieur bois, enfin l'intérêt, l'obligation d'en avoir un pour que ça sorte correctement, mais toi aussi en tant qu'architecte, voilà, est-ce que selon la complexité d'un projet, il y a besoin d'avoir des compétences particulières aussi au niveau du bureau d'architecture? C'est une question. Et je relaye aussi une autre question d'Hélène Touvio qui paraît important par rapport à la présence de l'économiste de la construction. Est-ce que c'est une compétence particulière de l'architecte ou est-ce que ça se situe ailleurs? Ouais, je réponds du coup aux deux, effectivement. Donc la compétence de l'architecte, je pense que les architectes aujourd'hui, ils sont mobilisés sur la question de la construction écologique et que du coup, ils montent en compétence et ils se forment comme un peu les autres acteurs du bâtiment. Donc effectivement, aujourd'hui, on est certain à avoir plus d'expérience que d'autres, mais moi, je pense que il y a une vraie aujourd'hui formation un peu qui s'organise autour de ces questions. Donc rien ne remplace l'expérience, mais il faut aussi que chacun puisse s'en faire, on va dire, pour s'orienter dans des projets de ce type. Donc voilà, j'ai envie de dire que pour des gens qui sont à l'écoute, etc., il y a rien d'inaccessible. C'est comme le fait de changer de programme ou le fait de... Donc, je pense que c'est aujourd'hui, au fur et à mesure, toute la filière qui va s'y mettre et que c'est comme nos métiers demandent de l'adaptation. Et je pense que ça, c'en est une autre. Et il n'y a pas de raison que l'ensemble des architectes ne fassent pas le pas. Pour ce qui est du coup de la question de l'économie, c'est aussi pour ça que je préconise vraiment l'ingénierie bois dans l'équipe, parce qu'en fait, la partie bois, elle est des fois dure à appréhender économiquement, et donc c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et un vrai savoir-faire pour, on va dire, anticiper les assemblages, les efforts sismiques, etc., pour pouvoir au plus tôt déterminer l'économie. Il y a pas plus mauvaise aventure que, on va dire, de partir sur des mauvaises bases économiques. Et je pense que notre responsabilité, c'est dès la phase esquisse de cerner rapidement une approche budgétaire qui est des fois pas celle du maître d'ouvrage. On se rend compte des fois qu'il y a des incompatibilités, mais quand on en discute tout de suite dans une phase préliminaire, ça nous permet ensemble de trouver des solutions adaptées. Et l'ingénieur bois, c'est vrai qu'il s'y gère la partie économique de la construction bois, c'est forcément beaucoup plus pertinent que quand c'est un économiste qui le fait, parce qu'il a beaucoup d'expérience et du coup une vraie qualité de réponse sur ces sujets-là. Merci. Oui, du coup, Vincent, tu auras le mot de la fin, je pense.
Oui, pour moi, c'est effectivement, c'est complètement reproductible. On a reproduit, tout ou partie, sur pas mal d'opérations. Sur les concepts de systèmes collectifs, dans de l'habitat intermédiaire, avec Pôle Habitat sur l'opération qu'on a plus ou moins citée en pointillé, là, des 13 logements, en paille, avec une isolation en paille, système mixte et isolation en paille, qu'on a refait avec Pôle Habitat. On l'a reproduit aussi à plus grande échelle avec d'autres bailleurs, sur d'autres systèmes constructifs. Oui, je pense que tout est reproductible. Je vois pas. La question, c'est pas de savoir c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tu conseillerais à reproduire, en fait. Si tu devais livrer des enseignements, qu'est-ce que tu trouves qui sont vraiment les éléments que tu juges les plus pertinents à être reproduits? En fait, peut-être bon, pas relancer le sujet, mais on aurait peut-être pu tout construire passif, voilà. À ce moment-là, on aurait enlevé les radiateurs, on serait passé en fusion chauffage ventilation et j'avais dit on aurait eu, à l'échelle des 27 et pas seulement de 7, 15 ans d'avance sur, ce qui devrait devenir le standard de la RE 2020, quoi. Voilà, c'est peut-être le point. Mais tout le reste, je pense même pris élément par élément, il faut le reproduire, quoi. D'accord, très bien. Mais on a Mais moi, entendu tout à l'heure que tu vantais les ouais, moi, qualités de la double flux. je Vas-y, Je voulais Paul. dirais aussi compléter. que c'est aussi le regret qu'on a, nous, en tant que maître d'ouvrage. Si on avait su, on aurait tout fait en passif. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, on l'a fait sur d'autres opérations, quand même. Mais à l'époque, on débutait dans le métier, si je puis dire, sur ce domaine. Jean-Charles, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Non, mais je voulais juste dire effectivement que l'ensemble de l'opération, enfin, en tout cas nous, maîtrise d'œuvre, avec Vincent, on est assez d'accord, c'est que l'ensemble de l'opération, elle était effectivement, enfin, on a eu la chance d'aller au bout un peu enfin, à la fois dans la construction bois intégrale et à la fois dans les dispositifs techniques et du coup l'approche thermique passive. Et, euh, et je pense que justement aujourd'hui, on est pressé de pouvoir reproduire régulièrement ce type d'opération qui malheureusement reste un peu rare quand même aujourd'hui dans la construction, alors que ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on a livré cette opération. 7, ouais, mais c'était pour mettre la pression à tout le monde, Monsieur Tricot. D'accord, on va Ouais, mais regarder la RE qu'est-ce qui serait le contexte. Oui, tu parlais oui, il y a la RE 2020, tu en parlais, non, Vincent, je dis peut-être de regarder aussi. mmh. Jean-Charles dit 10 ans, c'est que 7. Ouais, mais la RE 2020, elle a 3 ans de retard déjà. Donc on peut faire les opérations qu'on veut dans tous les sens. De toute façon, aujourd'hui, on a une contrainte climatique, on a des problèmes énergétiques. Il faut qu'on bouge et la bonne solution sur la RE, c'est, construction bois ou mixte et bâtiment passif. Là, j'espère qu'on va arrêter de voir de la simple flux, qu'on va arrêter de voir des radiateurs, qu'on va arrêter de voir des solutions, du XXe siècle, alors qu'on est en 2022, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous, aux intervenants et aux participants. On aura l'occasion, à travers tous ces retours d'expérience, de se fabriquer un petit livrable, hein, à terme. Voilà, il faudra qu'on voit la forme que ça peut prendre, mais c'est quelque chose qu'on est en train de regarder avec Fibois et puis le pôle fibre. On espère pouvoir organiser prochainement, sans doute d'ici 1 mois et demi ou 2, un retour d'expérience sur l'utilisation de bois cette fois pour réaménager des locaux de tertiaire en interne, comme peut-être aussi sur de l'enveloppe, à voir quel choix d'opération on prendra. Et puis de pouvoir organiser au printemps une rencontre, enfin ce qu'on appelle un salon business to business, pour que les maîtres d'ouvrage puissent rencontrer les compétences qui existent sur notre territoire, architectes, bureaux d'études, entreprises de première et de deuxième transformation. Voilà, pour AMO aussi, hein, parce que je pense que c'est aussi, on l'a vu, un élément qui est important, enfin une compétence, des bureaux d'études aussi, des assureurs. Et donc voilà, on espère pouvoir organiser cela d'ici le printemps en présentiel. Ça serait bien quand voilà, le Covid nous permettra de pouvoir le faire. Encore un grand merci à tous et puis donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci Merci à à vous. tous. Au Bonne revoir. journée, à Bonne bientôt. continuation. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.